OK. Alors, bon matin tout le monde. Bonjour à nos invités, puis un bonjour particulier à nos producteurs là, qui se joignent à nous par Facebook. On vous souhaite nombreux. Alors, donc, le rapport annuel 2018, donc, on va y aller en deux volets. Donc, le premier volet, on va couvrir surtout les opérations, voir les principaux résultats et voir les directions là, qui sont concernées principalement à ce niveau-là. Donc, si vous avez des questions, les directeurs responsables seront là pour répondre à vos questions. J'en profite pour les identifier. Il y a eu du changement au cours de la dernière année, donc c'est bien de vous le rappeler. Donc, à la gestion du lait, il y a Sébastien Loca. Sébastien, si tu veux te lever. Donc, Sébastien est responsable là, depuis juin dernier de la gestion du lait. Aux finances et administration, vous avez vu Daniel Dupuis tout à l'heure. Daniel. Et technologie de l'information, notre nouveau directeur qui est entré en fonction le 1er octobre dernier, M. Hugo Bélanger. Hugo, bien sûr, sont appuyés dans ces opérations-là par notre vérificatrice interne, Mme Louise de Grandpré, qui est avec nous cette année, qui pourrait nous quitter à tout moment puisque sa fille est sur le point d'accoucher. Alors, elle a bien voulu être des nôtres malgré ça aujourd'hui. Mais si vous la voyez partir, là, ce n'est pas par son manquement au devoir de vérificatrice, c'est son devoir de mère qui va l'appeler. Et bien sûr, il y a aussi Idriss Etaba qui donne un bon appui là, à ces équipes-là dans plusieurs volets. Donc, après ça, on ira avec un deuxième. On arrêtera pour une petite période de questions, puis on aura un deuxième volet pour les activités plus au niveau national et de nos directions. Je dirais qui supportent le développement et la défense de nos intérêts, la recherche économique et vie syndicale. On y reviendra tout à l'heure. Donc, les principaux résultats au niveau des ventes de lait et des revenus, de la production. Donc, comme il a été mentionné tout à l'heure, au niveau des revenus, l'année a été en progression, mais nettement moindre que l'année dernière. Donc, on a terminé l'année avec des ventes de 2,6 milliards. Du côté de la production, par contre, la progression s'est continuée, un peu moins forte que l'an dernier, avec 2,3 % de hausse pour un volume de 3,37 milliards de litres. Donc, la progression de la production a été plus forte que celle de nos revenus, ce qui explique, on va le voir tout à l'heure, ce qui explique là, des revenus qui ont été très difficiles pendant la première moitié de l'année. Ici, là, je vais aller un petit peu dans les plates-bandes à Geneviève. Je voulais vraiment vous montrer ce qui a été un peu déterminant dans la dernière année au niveau de l'arrimage entre la production et le besoin canadien. Là, je n'ai pas vraiment de pointeur, mais j'ai fait un petit cercle rouge pour qu'on se concentre là, sur la période 2018. Alors, ceux qui n'ont pas de problème avec les couleurs, j'attire votre attention sur la courbe rouge qui correspond aux besoins et la courbe bleue qui correspond à la production. Quand la courbe bleue est en haut de la courbe rouge, ça veut dire qu'on produit plus que les besoins. Pendant ce temps-là, donc, on reconstruit les stocks. Alors, si vous regardez au début de ces courbes-là, donc de 2012-2013, on était dans un épisode de construction de stocks. Ces cycles-là, ils sont normaux. On aurait cette courbe-là sur les 20 dernières années et il y a toujours des épisodes où les courbes s'entrelacent, s'entrecroisent et on a des moments où on consomme des stocks, d'autres épisodes où on les rebâtit. Donc, c'est typique, c'est inhérent à notre système. C'est pour ça qu'on a des stocks. La période 2015-2018, si on veut, est une période qui a été vraiment très atypique des 20 dernières années. Pendant cette période-là, la croissance, plutôt que d'être de l'ordre de 1 à 1,5 % par année, a été de 3, 4 et 5 % par année. Donc, un rythme de croissance qu'on n'avait jamais vu là, dans les 20 dernières années et même avant. Donc, ce qu'on voit, c'est que la courbe rouge, celle des besoins, est systématiquement en haut de la courbe bleue, celle de la production. Et la durée pendant laquelle cette courbe-là a été en dépassement de la production a fait en sorte que les stocks ont été complètement consommés à un point où il a même fallu importer. Vous vous rappellerez de cet épisode-là. Les petits bâtonnets verts qu'on voit, ce sont les épisodes d'importation. Donc, plus le bâtonnet est élevé, plus ce mois-là, il y avait des importations de beurre qui étaient importantes. Donc, on a vu que pendant presque 18 mois,
on a dû importer du beurre dans les périodes 2016-2017 principalement. Les signaux de production ont été donnés de façon très vigoureuse en 2016-2017, et on voit que la réponse de ces signaux-là, c'est la pente s'accélère. Si on prend à partir de 2017, vous voyez que le degré d'inclinaison du pointillé bleu est beaucoup plus fort. Donc, la production était vraiment en forte réponse par rapport aux signaux qui ont été donnés. La croissance était toujours robuste. Par contre, on voit qu'il y a un certain ralentissement de cette croissance-là. Donc, on voit que la courbe, près du cercle que j'ai mis sur le graphique, bien là, on voit que les courbes se croisent. Donc, la production est devenue supérieure aux besoins. C'était nécessaire, il fallait rebâtir nos stocks. Et on voit par contre la période, le dernier bout de la courbe rouge, il y a comme un petit plateau. Alors ça a été une accalmie de la croissance. Par contre, la production, elle était très emballée et c'était nécessaire d'apporter des correctifs à ce niveau-là. Ici, c'est la courbe plus complète. Le dernier segment que j'ai entouré, bien, on voit que la courbe qui est en bleu foncé, ça demeure le besoin canadien. Après une certaine accalmie, on voit que depuis quelques mois, cette croissance-là a repris une certaine pente, une certaine vigueur. Par contre, la production, elle, on voit que les correctifs qui ont été apportés dans les différentes provinces, du P5 notamment, ont passablement réussi à arrimer le niveau de besoin avec celui de la production. Donc, c'est une grande parenthèse que je voulais ouvrir ici pour vous permettre de vous situer par rapport à cet enjeu-là. Demain, dans la période sur les enjeux de mise en marché, il y aura moyen de revenir plus en détail sur cet élément-là. Donc, je continue. Bon, au niveau des prix, donc vous savez, tout le monde sait qu'au cours de la dernière année, les prix dans les premiers de janvier, dans le fond, jusqu'à août, les bâtonnets verts sont les prix de 2018, alors que les bâtonnets bleus sont 2017. Donc, on avait systématiquement des prix qui ont été plus mauvais en 2018 qu'en 2017. Situation qui a amené au déclenchement des mesures exceptionnelles qui ont fait qu'à partir de septembre, bien là, la situation s'est inversée et on a eu des prix intra-quota qui sont revenus systématiquement meilleurs qu'en 2017. Donc, janvier à août, on avait une moyenne de 67,12 et septembre-décembre, la situation s'est redressée à 72,35. Il n'y a pas eu que la correction de prix de la Commission canadienne du lait qui a redressé la situation. Il y a d'autres circonstances, dont un meilleur arrimage entre la production et les besoins. La situation des prix mondiaux aussi s'est légèrement corrigée. Il y a eu deux ajustements de prix dans la dernière année, un qui a eu presque pas d'effet en février et un autre en septembre, comme je viens de commenter, là, dont l'effet a été beaucoup plus important, 4,8 de correction avec un effet sur tout le lait d'environ 2,37 $. Bon, au niveau des prix maintenant, donc au niveau des prix sur les classes régulières, on vient d'en parler. Il y a quand même une bonne partie de notre lait qui est sous les prix de classe spéciale. Environ 10 de notre matière grasse est encore dans les classes spéciales et près de 30 de nos solides non gras sont sous ces prix-là. Et on voit que l'année 2018 n'a pas été une bonne année, avec, par rapport à 2017, en général, à peu près 10 moins que l'année précédente. Donc, ces fluctuations-là, elles sont typiques des classes spéciales. Il y a des années où le moins est remplacé par un plus. On a des plus 15 certaines années, des moins 15 l'année qui vient. Donc, 2018 a été une très mauvaise année. La classe 4e, et la classe 7 a été particulièrement touchée dans cette année-là. Bon, les marchés, on l'a vu tout à l'heure par le graphique, il y a eu un certain plafonnement de la croissance. Globalement, malgré tout, l'année 2018, par rapport au quota que le Québec détient dans le pôle P5, et cette croissance-là a été de l'ordre d'0,5 %. Donc, on est passé là, de 375 000 kJ à 377 000 kJ au cours de la dernière année. Donc, c'est presque 1000
1000 kg jour, 1000 kg jour par jour, 365 jours par année. Maintenant, les marchés de créneaux, on s'attarde principalement sur le marché du lait biologique, qui est le principal. Donc, on voit qu'au niveau du nombre de circuits, on avait été une partie de l'année dernière à 14. On a été toute l'année 2018 avec 14 circuits. Ces circuits-là ont été optimisés puisqu'il y a eu un accroissement de 8 producteurs, mais un volume supplémentaire de près de 8 millions de litres de lait. Donc, c'est une croissance quand même intéressante. Et on voit que par rapport à 2006, dans les 10 ans, 2006-2016, la production avait doublé. Et depuis 2016, on a quand même un bon 15 millions de litres de lait supplémentaires. Donc, c'est une production qui se développe bien, qui a un plan stratégique d'ailleurs d'adopter et qui va continuer de se développer au cours des prochains mois, prochaines années. Au niveau des primes de ce segment de marché-là, il n'y a pas eu de changement dans la dernière année. Donc, les primes de la Convention de mise en marché sont restées les mêmes. Elles avaient changé en 2015, passant de 28 à 30 et de 17,50 à 19 selon les classes. Donc, elles ont, au niveau des prix de vente, ça a été les mêmes au cours de la dernière année. La prime reçue par les producteurs a fléchi d'environ 1 $. L'élément principal derrière ça, il y a eu un peu plus de volume, évidemment. Les taux d'utilisation ont été, à certains mois, un peu moins bons que dans la dernière année. Ce qui est à souligner, par contre, c'est que les frais de transport additionnels, en valeur absolue, n'ont à peu près pas bougé, de sorte qu'avec un volume de lait plus important à transporter, bien, le taux unitaire, lui, a baissé. Donc, ça nous a permis, donc, avec les mêmes circuits, la même rationalisation, d'optimiser le ramassage, donc sans générer de frais vraiment substantiels. Donc, le taux de transport en a profité. Le transport, donc, la convention de transport est échue depuis le 31 octobre. Les parties ont convenu de se concentrer sur certains paramètres de révision. Donc, par exemple, la main-d'œuvre, l'administration, l'entretien, l'assurance. Les discussions sont en cours. Il y a une facilitatrice là, qui aide les parties à cheminer dans leurs travaux. Il y a eu une rencontre de tenue la semaine dernière. Il y en a 2 autres de prévues. Donc, on fait confiance à l'avancement de cette table de travail-là. Vous savez aussi qu'il y a un travail de fond qui est entrepris pour revoir l'ensemble, la totalité de la formule de tarification. Ce travail-là s'est poursuivi au cours de la dernière année. Il y a un projet pilote. Bon, ici, j'indique qu'il est en cours, mais je pense que le contrat a été signé dans les dernières semaines. Donc, c'est un travail qui devrait s'amorcer pour mettre en usage les données GPS de positionnement des camions, de façon à avoir des équations de temps qui soient plus fidèles. Et ça, je pense, c'est dans le meilleur intérêt autant des transporteurs que des producteurs pour qu'on soit le plus près possible des coûts réels dans cette activité-là. Au niveau des coûts, donc, pas de changement majeur dans les tendances, c'est-à-dire qu'entre le Québec et la péréquation de mise en commun, on a encore un écart d'une vingtaine de sous. Ici, je rappelle toujours la même mise en garde. Ce n'est pas parce que le Québec a des coûts de transport plus bas qu'on est nécessairement meilleur que les autres. C'est probable qu'on l'est, mais il faut comprendre que la géographie, le nombre d'usines, le positionnement des usines, c'est déterminant dans les coûts de transport. Vous allez prendre le cas du Nouveau-Brunswick, là, qui sont ici aujourd'hui. Le Nouveau-Brunswick est un territoire immense. La répartition des producteurs est très dispersée. Les usines ne sont pas très nombreuses, donc c'est normal qu'un grand territoire comme celui-là ait des coûts de transport à l'hectolitre qui soient très élevés. Quand vous le ramenez au kilomètre, bien là, ils sont très bas. Donc, je vous mets toujours en garde dans les comparaisons faciles. Il y a des paramètres comme ça à prendre en compte. Cet écart-là s'explique aussi par des mouvements de lait qui ont été un peu plus importants dans les 2 dernières années. Donc, au niveau des facteurs qui ont contribué à la hausse, bien, un des principaux est définitivement le coût du diesel. Il y a un mécanisme d'ajustement dans la formule. Au cours de la dernière année, c'est près de 700 000 supplémentaires que cette composante de coût-là a généré. Au niveau du dégel, bon, pratiquement pas d'impact dans la dernière année. Il n'y avait pas eu de raccourcissement ou de prolongation. Les déchargements partiels et les détours, pas de changement majeur non plus à ce niveau-là.
on reste dans les mêmes ordres de grandeur de coûts. Au niveau de la qualité maintenant, donc le pourcentage, alors moi j'aime toujours souligner que malgré la forte croissance de la production des 3 dernières années, les paramètres de qualité du lait au Québec n'en ont pas souffert. Vous avez réussi à maintenir des niveaux de qualité qui demeurent exceptionnels, qui demeurent très bons. Donc, au niveau de la bactériologie, plus de 97% des résultats sont conformes, ce qui est tout à fait là, dans les tendances historiques. Comptage légèrement supérieur pour les bactéries, mais léger recul au niveau des cellules somatiques. Donc, j'ai l'impression que l'année prochaine, on devrait être capable de franchir le seuil des 200 000 cellules. Si la tendance se maintient, on devrait pouvoir atteindre cet objectif-là. Au niveau de la qualité maintenant des primes, bien, si on regarde ici, c'est la proportion des producteurs qui reçoivent les primes de qualité. On voit qu'il y a un pattern qui a une certaine saisonnalité. La courbe mauve, là, celle qui est plus foncée, on voit que c'est l'année 2017. Donc, l'année 2017 avait été un peu plus difficile dans la dernière portion de l'année et donc l'année 2018 également au début de l'année. Mais on voit que par la suite, les choses sont rentrées dans l'ordre et le profil général de cette courbe-là est revenu dans les mêmes tendances que les années précédentes. Donc, notre programme de certification ProAction, où on en est dans ce programme-là. Donc, on voit que pratiquement 100% des producteurs ont leur accréditation. Il reste une cinquantaine de producteurs qui ne la détiennent pas. Parmi ceux-là, il y en a 35 qui ont déjà eu une accréditation, mais qui présentement n'est pas renouvelée puisqu'il y a des correctifs à apporter. Depuis 2017, comme vous vous rappelez, on a introduit 2 nouveaux volets. Donc, on ne parle plus de la certification LCQ, on parle maintenant de la certification ProAction. C'est un peu pour ça que sous l'année 2017, vous avez 2 chiffres. Un qui rappelle le chiffre LCQ, puis à partir de septembre, bien, on a commencé à introduire de l'automne 2017 la notion de ProAction. Et on voit qu'en 2018, il y a à peu près la moitié des validations qui sont sur la base de l'autodéclaration et une autre moitié qui est sur la base du cycle d'une validation complète. Donc, voilà pour ce programme ProAction. Je vous rappelle aussi, il y a un kiosque dans le foyer. Si vous avez des questions, il y a du personnel des PLQ qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, profitez-en. Si vous avez des inquiétudes, des questions, c'est l'occasion. Au niveau de la composition du lait, bien, la composition du lait a continué de s'améliorer au cours de la dernière année. Bon, rien de remarquable, mais quand même, la matière grasse est passée de 4,15-46 à 4,16-23. La teneur en solide non gras, tant les protéines que lactose, bien, elles ne sont pas comparables à l'année 2017. Vous vous rappellerez qu'en septembre dernier, on est passé d'une analyse de la protéine totale à la protéine vraie, la protéine azotée. Et donc, on ne peut pas comparer les chiffres des 2 années, donc il y a une petite mise en garde à ce niveau-là. Au niveau des solides totaux, bien, il y a quand même eu une certaine progression, passant de 13,31 à 13,33. Le ratio gras, solide non gras, du Québec a été pratiquement stable au cours de la dernière année, ne bougeant qu'à la 4e décimale. Rendu là, on peut dire que c'est pas mal pareil. Bon, un petit quiz que j'aime vous soumettre, c'est pour faire réaliser à quel point, même si la teneur en matière grasse varie peu, mais elle progresse tout le temps. Vous voyez qu'en 2018, avec une teneur en matière grasse de 4,16, on a livré 140 millions de kilos de matière grasse. Ça fait pas mal de gras. Si on avait maintenu le taux de gras de 2006, combien de lait supplémentaire il aurait fallu livrer pour qu'on livre le même 140 millions de kilos de gras? C'est un beau problème écrit, ça, si vous vous rappelez. Là. Alors, est-ce qu'il y en a des petits vites qui peuvent répondre? Non. Alors, c'est près de 170 millions de litres. 167 millions de litres. Alors, c'est beaucoup d'eau qu'on n'a plus à transporter, que les usines laitières n'ont plus à transformer non plus. Alors, ça correspond
à 3,2 millions de litres de lait par semaine qu'on n'a pas à transporter. C'est près de 5 000 citernes qui ne sont plus sur les routes et c'est 4,5 millions de dollars en frais de transport, simplement par la progression de la teneur en matière grasse de votre lait. Alors, quand on a certains commentateurs dans les journaux qui disent que les producteurs de lait ne s'améliorent pas, avec des figures comme celle-là, on est capable de leur répondre. Au niveau du contrôle du volume, le contrôle des bassins, bien, à ce niveau-là, bien, on est en deçà de nos objectifs. C'est clair que l'année 2018 n'a pas été une bonne année. Il y a des enjeux de santé du personnel qui est dédié à cette tâche-là. Il y a une disponibilité de main-d'œuvre qui ont été difficiles. Bon, là-dessus, je peux vous assurer qu'on a une très bonne collaboration avec le groupe ProLait, qui est l'ancien syndicat de Québec, là, pour ceux qui suivent moins les actualités. Ça fait quand même plusieurs années. Alors, on travaille de pair avec cette équipe-là pour redresser la situation et on est confiant qu'en 2019, on puisse présenter de meilleurs résultats et mettre à profit les deux équipements maintenant qui sont disponibles pour faire ces tâches-là. Donc, les données de la dernière année sont en bas des objectifs, puis on souhaite que pour 2019, ça se redresse. L'écart volume, là, ce qu'on appelle le rétrécissement en bon français, là, entre la différence entre ce qu'on mesure à la ferme et ce qu'on mesure aux usines. Donc, on réussit à maintenir ça relativement bas, autour de 0,16 %. Le contingentement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, il a fallu corriger les signaux de production au cours de la dernière année. 1,5 % en mai et 3,5 % en juillet. Donc, les courbes présentées précédemment nous aident à comprendre la situation. Je ne reviens pas. Au niveau des échanges de quotas, ceux qui ont plus d'expérience dans l'industrie se rappelleront qu'avant l'introduction du plafond en 2007, on avait régulièrement des volumes de transactions qui étaient de l'ordre de 10 à 12 000 kilos par année. Après l'introduction du prix plafond, bien, on a eu des épisodes de rareté où les volumes de transactions sont allés aussi bas que 3 500 kilos par année, 4 000 kilos, 5 000 kilos. Or, depuis 2 ans, on est revenu avec le contexte que vous connaissez, avec des niveaux de transactions qui sont de l'ordre de 14 000 kilos échangés par le SCVQ. Les volumes, les quantités de quotas échangés pour les ventes directes, bon, sont passées de 1 500 à 2 300 kilos. Puis les reconfigurations d'entreprises, les réorganisations là, légales sont passablement les mêmes. Les programmes de démarrage et d'aide à la relève, il va en être question dans vos résolutions aujourd'hui. Bon, on sait que historiquement, les participants de ces programmes-là sont de l'ordre de 150 par année, entre 150 et 160. Donc, on voit que les années 2017 et 2018 sont en écart par rapport à ces moyennes historiques-là, avec à peine une centaine de participants. Donc, ça se démarque. On sait qu'on est dans un contexte aussi où il y a beaucoup de quotas qui ont été donnés. Ça peut expliquer là, ce ralentissement-là. Mais les tendances historiques sont quand même de l'ordre de 150. Donc, on voit qu'il y a eu à peu près 450 kilos qui ont été donnés dans les 2 dernières années. Le démarrage, 9 demandes et 6 ont été acceptées aussi, dans le même contexte. Bon, les cas de force majeure, donc, on a souvent des questions à savoir qu'est-ce qu'il y en a à ce niveau-là. Donc, on a ici les 2 dernières années. Donc, à gauche, c'est-tu à gauche pour vous autres aussi? Ouais. Donc, on a l'année 2017 envers l'année 2018. Donc, on voit que fort heureusement, il n'y a pas de croissance importante. Je dis heureusement parce que quand les entreprises qui se retrouvent là, c'est vraiment des situations dramatiques. Hein? C'est des incendies, des décès, mortalité. Alors, on souhaite qu'il y en ait toujours le moins possible. On voit que pour ce qui est des invalidités, décès ou le troupeau, il n'y a pas vraiment de croissance, c'est à peu près les mêmes nombres. Et là où il y a une légère croissance en 2018, c'est au niveau des bâtiments, donc effondrement, incendie. Principalement, là, ce sont les cas qu'on retrouve là. Bon, finance administration, je ne m'y attarde pas beaucoup. On vient de voir les états financiers, simplement pour vous rappeler qu'en 2017, il y avait eu
une pause de prélevés compte tenu du contexte de croissance importante de la production, des prélevés qui avaient suivi. 2018, on a une situation qui est beaucoup plus équilibrée. Les prélevés, là, ça, c'est un peu lourd comme tableau, là, je vous le concède. Par contre, l'idée ici est de voir que de janvier à mai, on était sous les prélevés avant ajustement et qu'à partir de juin, les prélevés du fonds d'administration ont baissé d'à peu près 10 %. La même chose pour le prélevé marketing. J'en profite ici pour souligner que malgré cette baisse du prélevé marketing-là, nos engagements au niveau des producteurs laitiers du Canada ont été pleinement assumés. Donc, il était tout à fait dans la logique d'une bonne gestion de faire en sorte que si les coûts n'augmentaient pas, qu'au niveau du prélevé, nous faisions certains ajustements, surtout qu'au niveau des programmes des producteurs laitiers du Canada, l'année 2017 et 2018, 2018 particulièrement, ont été des années d'ajustement et qu'une certaine vitesse de croisière pourra probablement se reprendre à partir de 2019. Bon, le changement de août à décembre, c'est qu'au niveau des contributions à l'UPA, c'est le fonds d'administration qui assume ce prélevé-là. Et quand le prélevé de l'UPA change, c'est un règlement qui entre en vigueur au 1er août. Ces règlements-là sont adoptés au congrès de l'UPA en décembre et entrent en vigueur le 1er août de l'année suivante. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un certain changement de prélevé. Le total ne change pas, mais il y a un réaménagement à l'intérieur du fonds d'administration. Dernier groupe maintenant, avant une petite pause de questions, la direction des technologies de l'information. Cette direction-là a eu une profonde métamorphose au cours de la dernière année. C'est une direction qui a été lourdement affectée par de la mortalité et la maladie. Pour ceux qui n'étaient pas là à l'automne, je vous le rappelle, notre directrice, Sylvie Giroux, là, est décédée en juin dernier. Et donc, il y a 2 de ses collègues également là, qui ont été touchés par des maladies graves. Là, ils ont dû s'absenter de façon prolongée du travail. Donc, on a connu une situation difficile qu'on a redressée là, dans la dernière partie de l'année, notamment par l'embauche d'Hugo, et avec un plan de redressement qui se déploie présentement, qui est en train de se mettre en place. Donc, on a recruté des nouvelles ressources. Il y a un plan de continuité qui est là. Et je pense que les choses sont entre bonnes mains. Hugo nous mène ça d'un rythme solide. Il amène avec lui une bonne expérience, une bonne compétence. Alors, on est confiant que dans les prochains mois, on pourra reprendre le dessus à ce niveau-là. Il y a quand même des nouvelles positives aussi de ce côté-là. Nos voisins des Maritimes, notamment le Nouveau-Brunswick, ont engagé avec nous au cours de la dernière année des discussions formelles pour des échanges de services, pour utiliser nos systèmes. Il y a une entente formelle qui est en discussion présentement et il y a un intérêt très sérieux également avec les gens de la Nouvelle-Écosse. Il y a de l'intérêt qui a été exprimé également par les gens de l'île du Prince-Édouard, mais les discussions sont moins avancées de ce côté-là. Alors, je tenais à le souligner. Donc, ici, on pourrait prendre quelques minutes de pause pour, s'il y en a qui ont des questions pour les directions d'opération, donc gestion du lait, finances, technologie de l'information, ça serait le moment. Merci, Alain. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Les micros sont là pour vous. Sinon, on va enchaîner. C'est tout clair? Ça marche. Merci. C'est efficace. Je pensais que j'aurais pu me reposer un peu plus. OK. Je suis en forme, hein? Je m'entraîne toujours. OK. Alors, volet 2. Donc, maintenant, on va se concentrer sur les aspects un peu plus de développement, les intérêts, puis nos directions qui sont consacrées à ces activités-là, donc la recherche économique et les communications. D'abord, sur la scène nationale, bon, ici, il me semble que c'est inspirant, un Canada coloré comme ça. Alors, je ne fais pas d'autres commentaires. Donc, sur la scène nationale, donc, quelques mots sur la production et les quotas. Alors, comme vous savez peut-être, les provinces ont un peu comme vous des seuils de tolérance. On se donne une discipline. Les provinces ne font pas ce qu'elles veulent sans conséquence. On a des repères de tolérance.
Ces repères-là avaient été suspendus en avril 2016 dans le contexte très particulier que vous viviez sur vos fermes et qui se vivait aussi à l'échelle des provinces. Il y avait une croissance des marchés qui était très forte. Le pôle P5 avait répondu plus rapidement, notamment nos collègues de l'Ontario avaient une production qui était plus forte à ce moment-là, alors que nos collègues de la mise en commun dans l'Est avaient plus de difficultés à prendre le pas sur la croissance. De sorte qu'il y avait un fort déséquilibre au Canada. Il y avait des provinces qui sous-produisaient, puis certaines provinces qui étaient capables d'aller plus vite. Donc, on était techniquement en hors quota, alors que d'autres l'étaient fortement en sous-production. Alors, reconnaissant que le Canada, lui, ne l'était pas, les provinces ont convenu ensemble qu'il fallait assurer un plein remplissage des besoins canadiens et on avait tous ensemble choisi de suspendre nos règles provinciales. Par contre, l'année 2018, on a vu tout à l'heure par le profil des courbes, on a connu un épisode de ralentissement de la croissance alors que la production demeurait très forte. Alors, autant au niveau des producteurs, il a fallu redonner des signaux pour recalibrer notre rythme de production, bien, il a fallu faire la même chose au niveau des provinces. Alors, les provinces ont réintroduit les mesures de discipline en juin, ce qui a fait en sorte que P5 s'est retrouvé pour 2 mois en situation d'hors quota. Et si nous n'avions pas corrigé les signaux de production, P5 aurait pu être encore plus fortement hors quota pour le reste de l'année, ce qui aurait impacté votre prix encore davantage. Et donc, au 1er août, il y a des mesures supplémentaires, pas des mesures supplémentaires, mais des mesures différentes de flexibilité qui ont été introduites, permettant donc, dans un premier temps, au pôle d'être en sous-production de l'ordre de 2 et d'être en surproduction de l'ordre de 1,5 %. L'autre caractéristique, c'est que ces déclencheurs-là sont activés seulement quand on prend en compte l'ensemble du Canada. Alors, il pourrait arriver qu'une province est en sous-production et qu'une autre est en surproduction, mais si le Canada ne l'est pas, si P10 ne l'est pas, bien, les déclencheurs ne s'activent pas et les conséquences ne sont pas mises en place inutilement. Alors, c'est important de le souligner, c'est des ajustements qui ont eu lieu. Ici, je ferai le lien tout de suite avec un autre élément à mentionner, c'est que l'état des tolérances est également suspendu pour le mois de décembre. Le mois de décembre, on voit ici nos pôles, la MCLO et le P5 étaient en recul, si on veut, étaient dans leur tolérance négative. Même si la MCLO était un petit peu en bas du 2 il reste qu'une des particularités du nouveau système, c'est qu'on le suspend en décembre. C'est qu'au niveau des pôles, il y a également une certaine saisonnalité. L'automne est un peu plus creuse en production. Le printemps, début d'été, est plus fort. Donc, pour être capable de bien gérer cette réalité-là, on a convenu que, étant donné les particularités de production présentes au Canada, les conséquences sont suspendues seulement pour le mois de décembre. Ça, ce n'est pas exceptionnel à 2018, c'est ce que prévoit la nouvelle méthode. Un deuxième changement que je veux souligner, dont vous avez été informé au cours de l'année, mais sur lequel je reviens, c'est la méthode de détermination du besoin canadien. Pendant longtemps, le besoin canadien était déterminé en se basant sur une période mobile de 12 mois. Donc, c'est une fenêtre qui venait comme niveler d'une certaine façon ou pondérer les changements soudains. Si on prend une moyenne de 12 mois, le dernier mois qui rentre est atténué par les 11 autres qui précèdent. Alors, cette technique-là, elle faisait un bon travail, mais dans une période de croissance très rapide, le rythme des signaux était pas assez réactif. Donc, ce qui a été introduit au cours de la dernière année, c'est une méthodologie qui est beaucoup plus réactive, qui est basée sur les mesures mensuelles. Cette mesure mensuelle-là, donc, va déclencher des signaux plus rapides et ne va pas nécessairement automatiquement déclencher des hausses ou des baisses de quotas. Les membres du comité quota P5 continuent de prendre ça comme un de leurs indicateurs et c'est en tenant compte de plusieurs facteurs, dont celui-là, que les membres du comité font des recommandations pour modifier le quota. Il n'y a pas d'automatisme à ce niveau-là. Au niveau de la production, donc, le Canada produit presque 1 million de kilogrammes de matières grasses par jour. 1 044 000 en 2018, puis 1 12 000 en 2017. Donc, une progression de 3 %. Le pôle P5 a progressé d'un petit peu moins que 2 %.
Et alors que nos collègues de la MCLO ont rattrapé le rythme qu'ils avaient, le retard qu'ils avaient pris, leur production a été plus forte. Ils devront donc eux aussi, sans doute, dans le courant de la prochaine année, remoduler leur production pour revenir dans les rythmes de production plus compatibles avec la croissance. Ce qui est le fun aussi de cette image-là, c'est que pour se faire une idée rapide du poids relatif des deux pôles, donc on voit qu'à peu près 25 de la production est dans la MCLO et 75 est dans le pôle P5. Donc, c'est une façon là, de se repérer. La composition du lait. Donc, au niveau canadien, pas de changement significatif là non plus. Par contre, nos collègues de la MCLO qui, pendant longtemps, avaient de la difficulté là, à redresser cette relation-là entre le gras et les solides non gras, bon, on voit que dans la dernière année, ils ont rejoint passablement la moyenne du pôle P5 en étant dans l'ordre de 2,21 également. Donc, alors que je me rappelle, au début des années 2000, là, il semblait que c'était un défi impossible pour ces provinces-là de rejoindre les niveaux des autres. Donc, on voit qu'avec les années, ils y sont parvenus. Donc, outre les changements sur la scène nationale au niveau des politiques de quotas, il faut souligner que l'année dernière a quand même mobilisé beaucoup d'énergie de la part tant des producteurs que des transformateurs pour la mise en place des dernières modalités au niveau de la stratégie des ingrédients. Bon, ici, je souligne quelques éléments qui sont un peu pointus, là, mais le traitement du babeur dans les calculs là, de ratio, les techniques de facturation pour certains produits de la classe 1, les laits enrichis notamment, et le passage de la protéine vraie. Ces travaux-là se sont terminés au cours de l'été, ils ont été implantés à l'automne, et malheureusement, avec le dénouement de la renégociation de l'ALENA, donc du nouvel accord qu'on appelle l'ACUM maintenant, l'accord Canada, États-Unis, Mexique, bien, il y a une partie du travail qu'il faut recommencer. Et donc, autant les producteurs que les transformateurs sont retournés à la table de travail pour revoir les paramètres de cet accord-là. Je vous rappelle en gros, il y a 3 éléments qu'on doit modifier de notre classe d'ingrédients. On doit d'abord abolir la classe 7 et, bon, la classe 6 qui existait à l'époque en Ontario. Donc, on doit l'abolir. On doit reclasser ces produits-là dans d'autres classes en fonction de l'utilisation finale. Et on doit, pour la poudre de lait écrémé et les concentrés protéiques, utiliser le prix américain. Donc, c'est en fonction de ces contraintes-là que l'industrie travaille ensemble présentement. Et je peux vous dire que les travaux vont bon train. On est confiant d'arriver à se conformer aux engagements du Canada. Quelques mots rapidement maintenant sur les conventions de mise en marché au Québec. Vous vous rappellerez sans doute que depuis 2016, la convention est échue, mais ces contrats-là sont faits de façon à ce qu'il y a toujours une convention en vigueur. Ce qui est prévu, donc, c'est que quand la convention est échue, même si les nouveaux contrats ne sont pas conclus, c'est la convention précédente qui prévaut. Donc, on avait convenu d'un commun accord que la priorité devait être donnée à la gestion, à l'implantation de la stratégie des ingrédients, ce qui s'est fait au cours de l'année 2017 et 2018. Les négociations ont quand même pu reprendre au cours de la dernière année et des éléments d'accord ont été convenus, notamment au niveau des règles d'approvisionnement et des réserves de croissance. Je ne les décris pas en détail ici, puisqu'il n'y a pas de changements fondamentaux. Notre convention est relativement, je dirais, à maturité et en vitesse de croisière. Et donc, les paramètres de changement, on a encore les principes, sont toujours les mêmes à ce niveau-là. Les travaux qui demeurent à faire sont pour 2018, assez rapidement, d'introduire les changements au niveau des règles de qualité. Vous en avez parlé cet hiver dans vos assemblées locales et régionales pour implanter les paramètres harmonisés au niveau de la politique P5, puisqu'on doit, au plus tard, le 1er novembre 2019, mettre en place là, les mêmes mécanismes de responsabilisation qu'il y a à travers le P5. Donc, les négociations devraient se dérouler dans les prochaines semaines dans ce sens-là. Bon, quelques mots sur l'équipe de la recherche économique. Donc, je n'ai pas présenté les directeurs tout à l'heure. Donc, il y a Geneviève Rainville, qui est la directrice, qui est en train de parler avec son collègue. Alors, Geneviève.
responsable de la recherche économique, qui est appuyée par Florence Bouchard-Santerre, qui est directrice adjointe. Il y a également Richard qui est là aujourd'hui, qui est notre grand Manitou là, des travaux au comité COTA. Donc, j'en profite pour le remercier aussi. Donc, cette direction-là, c'est un peu notre direction, notre équipe de consultants au sein des PLQ. Donc, ils sont appelés à toucher à peu près tous les dossiers. Ils sont aux premières lignes là, pour tout ce qui est les programmes, les politiques qui sont débattus au niveau du CCJAL, les différentes négociations qui ont cours dans l'organisation, que ce soit les conventions de mise en marché, transport, et bien sûr le comité COTA, comme j'ai parlé tout à l'heure. Les accords commerciaux, le suivi de ça, la mesure des impacts, les revendications pour ce qui est des compensations, le suivi du prix du lait. Donc, c'est cette équipe-là qui est responsable de ça. La direction est aussi responsable des dossiers de nature agronomique. Donc, que ce soit pour épauler la gestion du lait au niveau du programme Proaction, au niveau de la santé animale, de la biosécurité et l'environnement. Donc, c'est l'équipe Geneviève et Florence là, qui sont responsables de ces enjeux-là. Maintenant, l'équipe des communications de la vie syndicale, bon, c'est une équipe qui a bougé au cours de la dernière année. Donc, pendant notre collègue Jean Vigneault, je ne sais pas s'il est là, Jean est à l'arrière. Donc, Jean, comme on le soulignera demain, nous a indiqué l'an dernier qu'il souhaitait quitter pour une retraite bien méritée cette année. Donc, il a été remplacé par François Dumontier, qui, je ne sais pas si François est là, François est à l'arrière. François, qui est le nouveau directeur des communications de la vie syndicale. Et François est épaulé aussi par un nouveau collègue, Yannick Grégoire, là, qui est à l'arrière, un petit gars natif de Saint-Hyacinthe. Je ne sais pas s'il y a de l'ADN d'un Grégoire célèbre qu'on a connu parmi nous, mais en tout cas, alors, bienvenue Yannick avec nous. Alors, donc, cette équipe-là a été pas durement éprouvée, mais a été solidement à contribution dans la dernière année. Donc, le rôle, je le rappelle, est de voir aux communications internes, externes, faire la relation avec les médias, avec la politique également, prendre en compte la formation au niveau des administrateurs, des nouveaux administrateurs, de nos secrétaires. Ils produisent, cette équipe-là qui est responsable de l'hebdo, de la revue et du rapport annuel, pour n'en nommer que quelques-uns. La promotion de la profession, là aussi, il y a des activités qui sont soutenues par la direction. Ici, là, par exemple, la présence depuis de nombreuses années aux portes ouvertes de l'UPA. Il y a plus de 10 000 personnes qui passent chaque année dans ces installations-là. Alors, c'est d'excellentes contributions. La même chose au niveau de la Semaine de l'agriculture et de l'alimentation dans la région de Québec. C'est des événements qui sont très courus. Donc, ici, réplique avec les médias, ça a été couvert également. Donc, les enjeux qui ont été particulièrement mobilisants pour cette équipe-là dans la dernière année, bien, je les rappelle. Donc, il y a eu en début d'année la signature ou l'annonce de l'entrée en vigueur du partenariat transpacifique. Donc, beaucoup d'agitation médiatique autour de ça. La renégociation de l'ALENA qui a exigé beaucoup de mobilisation, de votre part notamment. La campagne électorale au Québec, qui a été un autre moment de mobilisation. Puis on a vu l'appui sans précédent des 4 partis politiques à notre modèle de mise en marché. C'est une situation sans précédent d'ailleurs au Québec. Ça, c'est tout à votre honneur. Et finalement, la conclusion de l'accord Canada-États-Unis-Mexique là, pour la dernière portion de l'année. Alors, voici en rafale la conclusion de ce rapport annuel 2018. Voilà, merci.